Du 28 janvier au 13 février 1939, 475 000 réfugiés espagnols franchissent la frontière pyrénéenne française sous les bombardements et dans le froid. À quelle tragédie tentent-ils d'échapper ? Dans les années 30, la forme de gouvernement qui domine l'Europe est la dictature. Ainsi, l'URSS a l'idéologie communiste et dès les années 1920 un État totalitaire. Au sud de l'Europe, l'Italie devient fasciste dès 1922 avec la prise du pouvoir par Mussolini qui met en place un régime politique nationaliste tourné vers la guerre. Quant à l'Allemagne, humiliée par le traité de Versailles et durement touchée par la crise économique des années 30, elle ouvre une page sombre de son histoire, avec l'ascension au pouvoir d'Hitler en 1933 et la rapide mise en place d'un régime totalitaire. La France et le Royaume-Uni, pays dans lesquels la démocratie est plus ancienne, résistent mais sont aussi fragilisés par les difficultés nées de la Première Guerre mondiale et de la crise économique des années 30. Avant 1931, l'Espagne est officiellement une monarchie parlementaire, mais dans les faits un régime autoritaire contrôlé par un militaire, le général Primo de Rivera. En 1931, ce sont des républicains qui remportent les élections municipales. La République est proclamée. Cette République est détestée par la droite espagnole, la bourgeoisie, les militaires, les religieux, et déçoit les classes populaires. En 1936, c'est une coalition, une alliance entre les partis de gauche, le Frente Popular, qui remporte les élections. Commence alors une vague de violence, d'attentats, d'assassinats. Deux camps se désignent. Une droite conservatrice, fasciste, composée de religieux, de militaires qui réclament le retour à l'ordre. De l'autre, une gauche parfois révolutionnaire composée de socialistes, de communistes et d'anarchistes qui veulent plus de lois sociales et une transformation de la société espagnole. C'est en 1936 que la guerre éclate. La rébellion est menée par un groupe de généraux qui tentent un coup d'État. Rapidement, le général Francisco Franco devient le chef des rebelles. Il décide de s'emparer du pays par la guerre. Celle-ci va durer 4 ans. Le pays est alors profondément divisé entre les deux camps, les nationalistes soutenus par l'armée, le clergé catholique et des organisations fascistes, et les républicains, les socialistes et communistes du Frente Popular, les socialistes, communistes et les anarchistes. À la fin de l'année 1936, les nationalistes tiennent la partie occidentale du pays. Les républicains tiennent Madrid et les parties orientales. La guerre d'Espagne est parfois présentée comme une répétition de la Seconde Guerre mondiale. Alors que la France et le Royaume-Uni sont pour une non-intervention, l'Allemagne et l'Italie soutiennent le camp nationaliste de Franco en livrant des armes, des véhicules et des volontaires. L'Italie envoie 60 000 soldats se battre aux côtés des nationalistes. L'URSS, de son côté, apporte son aide aux républicains en fournissant des combattants et du matériel. Au-delà de cette aide, des volontaires de plusieurs nations s'engagent aux côtés des républicains. Ces volontaires viennent de 53 pays et leur nombre s'élève à environ 35 000. Ils étaient français, italiens, allemands, polonais, américains, britanniques, yougoslaves, canadiens, belges ou encore roumains. La guerre d'Espagne nous a laissé des témoignages visuels abondants.
L'art et l'image deviennent une véritable arme pour affirmer les valeurs et les visions du pays défendues par chaque camp. Les défenseurs de la République s'emparent de la culture, ainsi des artistes s'engagent. Dali, avec prémonition de la guerre civile, exprime son inquiétude de voir l'Espagne sombrer. Picasso, avec Guernica, dénonce le bombardement de la ville basque par les nazis. Miro, avec Le Faucheur, réalisé en 1937, qui appelle à lutter contre Franco. Miro, encore, avec un dessin au pochoir. La propagande visuelle a aussi joué un rôle important par l'intermédiaire d'affiches dans le but de rallier les opinions. Ainsi, les républicains utilisent une iconographie antifasciste et dénoncent la menace que représente le fascisme et Franco en particulier. Dans l'autre camp, à travers les affiches, Franco diffuse les valeurs nationalistes reposant sur l'armée, la religion et l'anticommunisme. En février 1938, les républicains sont battus à Teruel et les nationalistes atteignent la Méditerranée. Malgré des offensives menées par des républicains, les nationalistes gagnent du terrain. En janvier 1939, Barcelone tombe aux mains des nationalistes, marquant le début de l'exode des républicains. 3 semaines plus tard, Madrid puis Valence tombent aux mains des franquistes. Le 1er avril 1939, le général Franco déclare la fin des hostilités. Il a et conserve un pouvoir absolu jusqu'à sa mort en 1975. La guerre a fait 500 000 morts, des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la frontière française. Du 28 janvier au 13 février 1939, 475 000 réfugiés espagnols franchissent la frontière sous les bombardements et dans le froid. C'est la retirada, c'est-à-dire la retraite en français. Personne en France ne s'attend à un tel exode. Le gouvernement français applique le décret qui prévoit l'internement dans les centres spéciaux des étrangers indésirables. À la frontière, les familles sont séparées. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les blessés sont répartis dans toute la France. Les militaires et les hommes jeunes ont été conduits sous bonne escorte vers des lieux qui n'avaient pas été aménagés, car rien n'avait été prévu, comme sur les plages du Roussillon à Argelès-sur-Mer ou Saint-Cyprien. On a tout simplement créé le décor et mis des barbelés autour. Au départ, il y a 100 000 hommes sur la plage d'Argelès, un peu moins à Saint-Cyprien. Comme ces camps sont surpeuplés, on en a créé d'autres, dans l'Aude, dans l'Hérault, dans le Tarn-et-Garonne, dans l'Ariège. C'est l'improvisation la plus totale. Pendant des semaines, les réfugiés n'ont aucun abri. Ils s'enfuient dans les sables pour se protéger, construisent eux-mêmes leurs baraques. Il n'y a même pas d'eau potable. Les camps se sont vidés dès le printemps 1939, parce que cet enfermement était insupportable. Ils peuvent repartir en Espagne au risque de finir leur vie en prison, ou assignés aux travaux forcés, ou immigrer dans d'autres pays. D'autres s'engagent dans la Légion étrangère française ou sont embauchés dans l'agriculture ou dans des usines. Pendant l'occupation, beaucoup rejoignent la résistance et participent à la libération du territoire. Joseph Bartoli a connu l'enfer des camps. C'est là-bas qu'il croque la vie des camps de ses geôliers. Dessiner est pour lui une manière de témoigner, mais surtout de résister.